Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la fameuse review des Survivor Series qui se sont tenues dans la nuit de dimanche à lundi. Nous sommes donc jeudi soir, j'ai essayé d'aller au plus vite pour faire cette review. Pour commencer, je vous tenais à m'excuser parce que j'ai perdu un peu ma voix, comme vous pouvez l'entendre. J'espère que vous arriverez à supporter cela. Bon, voilà, c'est les petits coups de froid, c'est la saison. Mais on va essayer quand même de faire cette review, parce qu'il y a quand même des choses à dire, des choses intéressantes et des choses moins intéressantes. On va parler d'abord du kick-off, puisque le kick-off, on ne savait pas ce qu'il allait avoir dedans. Et il y a eu quand même 3 surprises. Un match qui était prévu et qui a été relégué, et 2 qui ont été rajoutés. Donc on va aller dans l'ordre. On va commencer d'abord par une bataille royale. Ça a été annoncé vraiment très tardivement. Une cross-branded tag team battle royale, donc avec les 3 brands représentés, et avec finalement plein de tag teams là qui n'avaient rien à faire. Et donc ça a permis de les caser quelque part. Raw est représenté par les Street Profits, Hawkins et Ryder et The OC, Gallows Anderson. NXT était représenté par les Forgotten Sons, Imperium, même si c'est NXT UK, ils les ont mis aussi, Imperium. En l'occurrence, c'était Bartel et Ashner. Et enfin, Breezango, pour leur grand retour dans le main roster, on va dire, mais de façon très ponctuelle. Et du côté de SmackDown, c'est un peu bizarre, mais on avait une équipe de plus, on en avait 4, avec Rudolph, Lucha House Party, donc à savoir Grand Metalik et Lince Dorado, Heavy Machinery et les Revival, qui auraient dû être normalement dans le match de championnat, enfin en tout cas le match des champions, mais ils ont perdu leur titre contre les New Day, c'était un peu cruel. Donc, configuration à 4 équipes pour SmackDown, 3 pour les 2 autres brands, c'est un peu bizarre. Ils auraient pu au moins respecter une certaine équité. Le match était très court, 8 minutes. Sachant qu'il suffisait qu'un membre d'une équipe soit éliminé pour que l'intégralité de l'équipe soit éliminée. Donc on a eu d'abord les Forgotten Sons, la Lucha House Party, Hawkins et Ryder, Imperium, Heavy Machinery éliminé. Heavy Machinery éliminé alors que Otis allait faire son Caterpillar sur Ziggler, une prise toujours aussi over. Il se fait éliminer à ce moment-là. Breezango éliminé, malgré tout le travail de Fandango qui avait tenté de sauver Tyler Breeze de l'extérieur. Il avait essayé de le sauver à chaque fois, mais ça n'a pas suffi. Élimination de Breezango. Revival éliminé. Et on se retrouve avec un Final 3 entre The OC, Rudolph et les Street Profits. On a d'abord The OC qui sont éliminés par un super kick de Dolph Ziggler sur Gallows, donc ils ne feront pas le doublé de la best tag team in the world et de cette bataille royale, The OC. Et donc on se retrouve avec une finale entre les Street Profits et Rudolph. Pas mal de suspense quand même. Et finalement, Rude sort Montez Ford en opportuniste après avoir porté Ford, après que Ford ait porté un gros frog splash sur Ziggler de la 3e corde. Et donc victoire de Rudolph, de Rude et de Ziggler. Et la surprise à ce moment-là, c'est que donc ce match, on voit le score. Et oui, il y a un score. Ce match compte aussi dans le match des brands, donc dans la Brand Supremacy. Donc du coup, il n'y avait pas que 5 matchs. On allait donc en avoir un 6e. Et on va juste avoir après, il va même y en avoir un 7e. Donc il y avait quand même eu beaucoup de surprises. Donc pas grand chose dans ce match, sinon à signifier pratiquement pas de storytelling en particulier, des éliminations très rapides, 8 minutes pour une bataille royale avec toutes ces tag teams, c'est quand même très court. Voilà, il y a un petit duel final un petit peu disputé entre Street Profits et Rudolph, mais sinon vraiment rien du tout de spécial. Pour le reste, donc RAS, note de 1,5. Une étoile et demie, je ne donne pas plus. C'était vraiment très plat et c'était voilà, vraiment histoire de caser du monde, mais vraiment c'était triste à mourir ce match. Match suivant donc a été ajouté aussi, match bizarrement comptant pour les titres cruiserweight, le titre cruiserweight en jeu dans un match interbrand entre le champion Lio Rush qui représente NXT, Akira Tozawa qui représente Raw et Kalisto qui représente SmackDown.
assez bizarre de mettre le titre en jeu, hein, puisque c'est quand même un match un peu unique, puisque chacun a sa branche, a sa brande, donc c'est difficile d'envisager un changement de titre, forcément. Ils auraient pu faire ça sans titre en jeu, ça aurait été la même chose, faire juste un match entre les trois hommes. Maintenant, peut-être que l'idée, comme le titre universel, WWE et NXT était en jeu, c'était peut-être le but, c'était aussi de mettre un peu en avant le titre Cruiserweight et donc de le mettre aussi en jeu. C'est pas impossible aussi, mais pour le suspense, fallait repasser. En tout cas, le match fait 8 minutes aussi, hein, comme le match précédent. Salida del Sol, hein, de Kalisto sur Tozawa, mais Lio-Rush, en opportuniste, arrive par surprise avec son Final Hour, hein, en grosse proc flash de la troisième corde, sur Kalisto, et c'est sur lui qu'il fait finalement le tomber. Victoire, donc comme je vous disais, absolument sans surprise de Lio-Rush, puisque le titre ne pouvait pas changer de main ici. Donc à ce moment-là, NXT égalise à 1 partout avec SmackDown et Raw est toujours à 0 points. Mais sinon, voilà, c'était un bon petit match Cruiserweight, assez divertissant, hein, du pur match de kick-off de Cruiserweight, avec des belles manœuvres. On a 3 bons lutteurs, vraiment pas grand-chose à critiquer sur ce match. Ils ont vraiment fait le taf dans le temps qui leur était imparti, un temps qui fut très court. Donc je donne la note de 2,75, donc 2/3 pour la note. Mais c'est vraiment stupide d'avoir mis le titre en jeu pour le suspense. Ça tuait tout. Alors que s'il n'avait pas mis le titre en jeu, ça aurait au moins laissé un certain suspense. Et c'est bien là le problème, hein. C'est ça qui est un peu dommage. On passe tout de suite au match suivant, qui était l'un des matchs prévus, mais qui a été malheureusement relégué en kick-off. C'est le match comptant, enfin en tout cas le match encore toujours comptant pour la brand suprématie entre les trois championnes, les trois équipes championnes, l'Undisputed Era pour NXT, les New Day pour SmackDown et les Viking Raiders pour Raw. Et faut le dire, c'est une honte d'avoir ce match en kick-off. Trois belles équipes comme ça. Ça valait largement la main card. Je ne comprends pas ce choix. C'est un sacrifice pur et simple. Et c'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Un vrai gâchis. On leur a quand même donné 14 minutes. Hein, donc c'est quand même une bonne durée. Viking. Et ça se termine donc avec un Viking Experience d'Ivar sur Kyle O'Reilly. Qui lui-même s'écrase et retombe sur le corps de son partenaire Bobby Fish qui était déjà à terre. Et Ivar couvre finalement Bobby Fish. Donc victoire des Viking Raiders, sans surprise, hein, c'était les favoris. Victoire prévisible, mais vrai, en plus, d'autant plus que du coup à ce moment-là, c'était la seule brand, hein, Raw, à ne pas avoir de points. Donc ça permet à tout le monde d'avoir un point. Franchement, j'en attendais pas moins de ces trois équipes, hein, talentueuses, trois belles équipes, expérimentées et qui ont toutes gagné. Hein, si on accumule aussi la Ring of Honor pour les War Raiders, hein, enfin les War Machines, les ex-War Machines et les ex-Red Dragons. Ça fait beaucoup de titres et New Day, on les présente plus non plus du côté de la WWE. Donc ça fait beaucoup de titres de champion. Et on peut le dire, enfin ça c'est mon avis personnel, mais j'ai trouvé qu'Ivar était le MVP du match. Hein. Moi je l'ai trouvé incroyable. Hein. C'est un homme de sa corpulence, capable de faire de la voltige comme il peut le faire, en faisant la roue, en faisant des headspring reverse elbow. C'est absolument incroyable ce qu'il est capable de faire. Une belle agilité entre les cordes. C'était pour moi le MVP du match. Évidemment Biggie, il a encore failli se tuer en faisant son topé suicida et son dive qui où il a carrément agrippé les cordes au passage et il aurait pu vraiment se faire très mal. Et heureusement sans conséquence. Donc un partout entre toutes les équipes, entre les trois équipes. L'Undisputed Era, bon, aura pris le pin final. Moi, je pensais plutôt que ce serait les New Day. Bon, après ça reste un match en conséquence, hein, au niveau storyline. Il n'y a pas de storyline, hein, c'est un match, c'est un one shot. Pas de conséquences, c'est pas bien grave. Et puis les trois équipes ont bien été mises en valeur. Donc, mais il faut reconnaître que c'était ce qui est intéressant dans ce match, vu que c'était un triple threat, c'était l'un des premiers, c'est le premier triple threat par équipe de la soirée, et ça a permis de
de confirmer qu'il fallait bien avoir 3 hommes dans le ring pendant le match. Donc ce qui était une bonne nouvelle parce qu'on avait envie, hein, je pense qu'on était nombreux à vouloir avoir des vrais triple threat match dans ces matchs à élimination ou les matchs à plusieurs. Maintenant, lorsque j'ai vu ce premier match, j'ai vraiment eu du mal à voir qui était l'homme légal dans ce match. C'était très bordélique. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit que dans les matchs à 5 contre 5 contre 5 qui allaient venir, ça allait être encore pire. Parce que déjà, rien que là, avec 6 hommes sur le ring, j'avais déjà du mal à comprendre, voir qui était l'homme légal. Alors imaginez à 15. La note, 3 étoiles. Donc c'était un match vraiment très correct et très solide pour un match tag team très solide, 3 belles équipes. Ça a largement contribué à jouer son rôle de chauffeur de salle, on va dire, de match chauffeur de salle avant la main card. Et la main card, on l'attaque tout de suite avec carrément le match 5 contre 5 contre 5 féminin. On connaissait la composition des équipes, même du côté de NXT. Donc on le rappelle, il y avait Asuka, Kairi Sen, les Kabuki Warriors, Charlotte, la capitaine, Sarah Logan et Natalia pour Raw. On avait Carmella, Lacey Evans, Sasha Banks, la capitaine, Nikki Cross et Dana Brooke pour SmackDown. Et enfin Io Shirai, Toni Storm, Rhea Ripley, la capitaine, Candice LeRae et Bianca Belair pour NXT. C'était pas forcément un opener évident à deviner. Hein, moi j'aurais pas mis ça, j'aurais peut-être mis plutôt un match de mid-card. Ça aurait pu être le match tag team justement précédent, mais ils l'ont mis en kick-off, ou le match des champions mid-card. Bon, voilà, un choix comme un autre, mais qui pouvait aussi se justifier, sur le papier en tout cas. Belle tenue bleue hein, pour les filles de SmackDown qui arrivent sur la musique de SmackDown. Donc idem pour Raw, elles arrivent sur la musique de Raw. C'est un peu dommage, hein, même si on comprend que pour des raisons de temps, hein, elles pouvaient pas arriver chacune avec leur propre musique. Ça aurait fait un peu long, c'est sûr. Mais j'étais quand même déçu de voir ces entrées banales là avec la musique de chaque show. La tenue NXT était plutôt noire, hein, assez badass dans l'ensemble pour le look NXT. Pas de t-shirt, au moins la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas eu de t-shirt dégueulasse de chaque brand, hein, ça c'est bien. Le match a duré 28 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Le duel Shirai-Sane, il était très attendu et ils l'ont eu. Il était alléchant. Et Carmella était elle, la femme légale côté SmackDown à ce moment-là. Elle essayait d'exister au milieu d'elle, hein, elle leur faisait des signes comme ça. C'était assez drôle à voir. Spot avec une multiplication des finishers hein, aussi. Beaucoup voilà où on a des petits duels avec un finisher. Donc la fille s'écroule. C'est du grand classique. Tout le monde à terre à ce moment-là, sauf Sasha Banks qui se retrouve seule sur le ring. Et puis là, soudain, on découvre que Io Shirai et Candice LeRae, qui semblent blessées, elles sont à l'extérieur, au sol. Des médecins arrivent, on comprend pas trop ce qui se passe. Le match s'arrête même. Donc les filles sont en position d'attente. Il y a un gros malaise là, on sait pas trop ce qui se passe. On sait pas si c'est un work à ce moment-là ou autre. Donc c'est la grande incertitude parce que moi à ce moment-là bon bah il y avait ce fameux spot où donc ce moment où tout le monde était succédait là sur le ring avec les finishers, mais j'ai pas vu de particularité de blessure particulière pour Shirai et LeRae, donc je trouvais ça bizarre. Et là, bon, on entend aux commentaires, ils disent, voilà, bon, bah, ils parlaient du Wargames, du fait qu'elles étaient quand même un peu diminuées la veille. Donc là, à ce moment-là, on pouvait se dire que c'était plutôt un work pour expliquer donc cette blessure, enfin, des deux côtés, hein, de LeRae et de Shirai. Et du coup, on prend davantage, on comprend davantage qu'il s'agit de kayfabe. Mais il y avait quand même pas de quoi dégager deux meufs d'un coup. Hein. C'est quand même un booking très feignant et très frustrant, hein, même, puisque Shirai et LeRae, hein, quand même, c'était quand même deux grands noms, et puis finalement elles sortent du match toutes seules, et qu'on les aura pratiquement pas vues. Donc c'est un peu dommage. Alors évidemment aussi le but c'est aussi de protéger un peu les filles d'NXT qui sont quand même des grands noms, hein, notamment ces deux-là. Donc ils ont trouvé un moyen de pas les décrédibiliser et du coup de les faire éliminer quand même. Mais bon, je trouvais que c'était assez moche et assez feignant comme booking. Ensuite on a Bianca Belair qui élimine Nikki Cross avec l'aide de Ripley. Puis Logan éliminé avec un 450 splash. De la part de Belair.
Charlotte élimine Carmella avec un Natural Selection. Sasha Banks élimine Kairi Sane. Alors là aussi un peu une bizarrerie. Elle élimine Kairi Sane avec un petit Meteora là, au ras du sol pour contrer un pin de Sane sur Toni Storm. Parce que Sane venait de porter son Insane Elbow sur Storm. Donc elle fait le pin. Mais pourquoi est-ce que Banks brise le tombé pour porter ce petit Meteora et éliminer Kairi Sane? C'est un match triple threat à élimination. Donc autant laisser le pin se faire. T'as rien à faire. Tu laisses ces deux adversaires s'entretuer. Et il y en a une des deux qui va se faire éliminer. Donc laisse faire. Pourquoi t'interviens et tu brises le tombé? C'est stupide. C'est stupide. Ensuite on a Asuka qui élimine Dana Brooke avec un gros spinning kick dans sa face. Ensuite on a des premières tensions qui apparaissent hein, entre Asuka et Charlotte. Hein. Fallait s'y attendre. Parce qu'on parle voilà, de match entre les deux. Et puis Lynch et Sane hein, pour les titres féminins à TLC, hein, c'est quelque chose qui était dans les rumeurs. Donc je me doutais qu'il allait avoir un petit problème entre Charlotte et les Kabuki Warriors. Donc les deux se repoussent, Asuka et Charlotte. Et comme je l'avais envisagé aussi, c'est quelque chose auquel j'ai pensé après, je me suis dit que Charlotte pourrait éventuellement se faire green mister par par Asuka, de façon volontaire ou involontaire. En tout cas qu'il allait avoir un petit coup de green mist pour mettre un peu de hit avant TLC. Et effectivement, pas loupé, Asuka fait un green mist sur Charlotte, mais de façon volontaire, hein, elle en avait marre. Charlotte est toute verte, mais Asuka, elle se casse, elle en a rien à branler, elle laisse tomber même les autres, donc la team d'Euro terminée. De toute façon, sa copine Kairi Sane était déjà éliminée, donc Asuka, elle en avait plus rien à battre. Du coup, on se retrouve dans une situation compliquée pour Raw, hein, évidemment. Lacey Evans, du coup, en profite pour éliminer Charlotte tranquillou en lui portant une women's right, hein, puisque Charlotte était complètement aveuglée par le Green Mist. Là, donc la catastrophe pour Raw avec seulement Natalya, hein, qui était survivante. Duel à ce moment-là entre Lacey Evans et Natalya, hein, qui rappellera un petit peu Crown Jewel. Hein. Et finalement, un petit roll-up de Natalya sur Evans. Donc ça élimine Evans. Reste à ce moment-là 3 filles de NXT, Storm, Ripley et Belair, une fille d'Euro, Natalya, et une fille de SmackDown, Sasha Banks. Storm abandonne à ce moment-là sur une double prise, sur un bank statement, plus un sharpshooter de Natalya, à la fois. Donc Storm ne pouvait rien faire à ce moment-là. Et on a même une collaboration entre Banks et Natalya avec un Heart Attack, hein, à la façon Heart Foundation, entre Natalya donc, et Banks pour éliminer Belair. Et donc une belle remontada à ce moment-là de la part du main roster. Natalya et Banks semblent à ce moment-là vraiment très copines. Elles veulent collaborer hein, face à Ripley. Mais Banks à ce moment-là trahit Natalya et l'élimine. Hein, vraiment en grosse tepu. Et en ce moment-là on a une finale Banks Ripley. Et on a une petite surprise car la Team Raw quand même hein, était favorite hein, de ce match. Hein, il faut le dire. Dans les cotes elle était favorite, donc Raw était déjà éliminé, donc on était sûr d'avoir quand même une semi-surprise. Et donc là ça devient disputé entre Banks et Ripley. On a même une inverted cloverleaf de la part de Ripley, puis un bank statement hein, de Banks hein, qui arrive à contrer le cloverleaf. Mais alors là c'est là que c'est une nouvelle bizarrerie de booking. Candice LeRae et Io Shirai reviennent d'entre les morts pour venir sauver Rhea Ripley du bank statement. What the fuck ce booking? Complètement what the fuck, qu'est-ce qu'elles viennent faire là? Elles étaient blessées, pourquoi est-ce qu'elles reviennent? N'importe quoi. Ripley à ce moment-là reprend l'avantage en poussant Banks contre la barricade et contre le ring. Io Shirai et Candice LeRae perturbent à nouveau le match. Shirai porte un dropkick sur Banks dans le dos de l'arbitre. Et à ce moment-là, Ripley en profite avec son finisher, le Riptide, et victoire de Ripley et donc de la team NXT. Ripley est donc la seule survivante du match. Booking absolument affreux, un booking de merde. Surtout Io Shirai, Candice LeRae, qui collabore, hein, elle collabore pour faire gagner Ripley, alors que faut quand même le rappeler, ce sont les pires ennemis du monde en ce moment à l'NXT depuis plusieurs semaines et même de nombreux mois. Il y a une grosse feud entre les deux. Elle peut plus se saquer. Shirai, elle a fait son heel turn sur qui? Sur Candice LeRae. Faut-il le rappeler? Donc, voir les deux collaborer comme ça, faut pas se foutre de la gueule du monde. Hein.
Faut pas, c'est comme si NXT n'était pas canon, quoi. Bien sûr que si NXT est canon, alors ne faites pas croire que là tout à coup il faut oublier ce qui se passe du côté de la NXT et se dire oh bah, Shirai Leray collabore, il n'y a pas de problème. Non non, ça se passe pas comme ça, c'est n'importe quoi. Ce booking est affreux et elles reviennent en heal. Leray qui fait aussi sa heal au passage, hein, du coup, pour perturber les autres, pour perturber Sasha Banks et faire gagner leur copine, quoi, en agissant un peu en heal. Vraiment n'importe quoi. Le match, j'ai donné la note de 2 étoiles 25 et encore, je pense que j'ai été généreux. Le match était globalement chiant, un booking très bancal, incohérent, sans compter les botches hein, qu'il y a eu aussi, il y en a eu pas mal. En tout cas, ça fait un sacré push hein, pour Rhea Ripley, hein, en tout cas, qui aura enchaîné 2 grosses victoires en 2 soirs, hein, puisqu'elle aura quand même piné la championne Baszler, Shayna Baszler lors du Wargames, hein, d'ailleurs. Entre parenthèses, un très bon Wargames, hein, j'en ai pas parlé. Et par rapport à mes pronostics, ben, on peut le dire, j'ai fait un 100% de bons pronostics. J'ai même pronostiqué, j'avais pronostiqué que Ripley allait piner Baszler. J'avais pronostiqué que Ciampa allait piner Cole. Que les gros challengers allaient piner les champions. Ça avait du sens pour l'avenir et pour se mériter un match de championnat. Donc voilà, donc ça fait en tout cas deux grosses victoires pour Ripley qui a du coup une belle exposition. Et à ce moment-là, NXT prend l'avantage. Elle mène 2 points à 1 partout versus 1 partout contre les autres équipes. Donc le match qui était un peu hors sujet, j'ai envie de dire. Elles sont passées à côté du sujet. Très mauvais booking et victoire. Donc des co-favorites avec Raw. Elles étaient un petit peu en dessous. Mais SmackDown était vraiment en dernière position dans les cotes. Match suivant. Match à nouveau pour la brand supremacy entre les 3 mid-carders, les 3 champions mid-carders, AJ Styles, Nakamura et Roderick Strong, dans un match avec quand même une bonne durée de 17 minutes, donc on leur a donné vraiment le temps qu'il fallait. Sami Zayn dans le coin de Nakamura, pas de Cesaro par contre, alors là, quand même une grosse cote, il faut le dire, l'homme le plus discret de l'Undisputed Era, celui dont on ne parle le moins, celui qui est le plus, voilà, qui est le plus effacé, et dont on n'a pas trop parlé non plus dans la construction de ce match, c'est Roderick Strong qui s'impose, puisqu'il vole carrément la victoire à AJ Styles, qui avait porté un phénoménal forearm sur Nakamura, et là il le dégage du ring, AJ Styles, et il vient ramasser les miettes pour s'imposer. Donc là, NXT fait la grosse opération puisqu'ils ont fait le break, ils mènent 3 victoires à 1-1 pour les autres. Le match était bon, un bon match, vraiment bien disputé, très disputé, d'un très bon niveau, entre 3 très très bons lutteurs. Donc c'est un peu comme les tag teams tout à l'heure, quand on a que des bons lutteurs sur le ring, ça ne peut que faire un bon match. Maintenant, je suis un peu déçu pour Nakamura, qui aurait peut-être mérité aussi sa petite victoire. D'autant que voilà, il y avait une espèce de push là, avec cette nouvelle ceinture. Sami Zayn qui en fait des tonnes. Voilà, aussi pour vanter les mérites de Nakamura. Il l'a fait même en kick-off, hein, aussi. Il est intervenu dans le panel. Il a fait une promo. Il y a cette espèce de mini-faction avec Cesaro, et peut-être même Bryan, hein, sait-on jamais. Donc il y avait un petit quelque chose, donc je me suis dit peut-être que Nakamura avait ses chances, hein, parce que j'avais changé mon pari. J'avais donné AJ Styles, et puis finalement j'ai changé mon pari, j'avais donné finalement Nakamura. Il faut le dire. Bon, finalement pas de regret, puisque ça aurait été ni l'un ni l'autre, au final. J'aurais jamais tenté Roderick Strong, il faut le dire. Donc c'est quand même une grosse surprise. Pour la note, j'ai donné une bonne note de 3 étoiles 25. Ça les vaut. C'était vraiment un match de bonne qualité. J'ai bien aimé aussi tous ces coups de pied là de Nakamura, portés un peu en façon kung fu là, ces coups de pied en l'air, avec la jambe tendue là, c'était très spectaculaire et très crédible. J'ai bien aimé ces coups de pied. Voilà, on va passer maintenant au match suivant, match comptant pour le titre NXT entre Pete Dunne et Adam Cole, baby. On voit que Adam Cole est strappé aux côtes, hein, suite au match de la veille, hein, évidemment, et cette chute horrible, ce spot final des Wargames, ça, ce renversement de Ciampa du haut de la cage, c'était spectaculaire. Donc forcément, c'était bien de vendre ça. Donc il est strappé aux côtes. Match de très bon niveau, franchement. Il n'y a pas grand chose à dire. C'était du très 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 bon niveau. J'étais content de voir ce match. De toute façon, j'avais pronostiqué la victoire de Pete Dunne dans le Triple Threat ou du Wargames. Et j'avais envie de le voir, ce match entre Pete Dunne et Adam Cole. Je savais que ça ferait un bon match. Et ils ne nous ont vraiment pas déçus.
On a vu pas mal de prises, Ushigoroshi de la part d'Adam Cole, le super kick, ce fameux super kick en plein vol, comme il l'avait fait sur Ricochet aussi, et là, dans un takeover, là, un super kick en plein vol sur Pete Dunne, un kick out de Cole sur le bitter end, le finisher de Pete Dunne, les X-Plex de Pete Dunne aussi, il y a eu plein de belles choses, plein de belles prises. Il y avait même des news qui parlaient d'une blessure à la jambe de Pete Dunne, hein, après takeover, hein, c'est pas impossible effectivement. Il était strappé aussi du niveau de la jambe. Là c'était pas du work. Hein. Panama Sunrise sur l'éperon du ring, sur la partie la plus dure. Ce Panama Sunrise sur l'éperon, on a vu des gens qui se prenaient la tête aux deux mains, hein, qui se disaient waouh, holy shit quoi. Énorme move, hein, ça c'était vraiment magnifique. Et puis voilà, alors là que dire de ce move final, cet enchaînement, puisque Pete Dunne tord les doigts d'Adam Cole. Il pense prendre l'avantage là en portant à nouveau un bitter end. Sauf que le bitter end est contré en plein vol par un nouveau Panama Sunrise d'Adam Cole. À ce moment-là, il finit sur les genoux Pete Dunne. Et alors la projection dans les cordes de la part d'Adam Cole et pour son last shot, sa prise de finition, hein, son last shot. Son gros coup de pied voltigeant en aérien porté derrière la nuque, et victoire d'Adam Cole dans un match à couper le souffle du très très haut niveau, et un combat vraiment compétitif de 14 minutes hein, quand même, donc une durée très correcte, surtout après les efforts que les deux hommes ont fournis la veille à TakeOver dans le Wargames et dans le Triple Threat pour Pete Dunne. Et pour moi, sans problème, c'était le match de la soirée, que j'ai noté 3 étoiles 75. Ça pourrait presque même tutoyer les 4 étoiles. C'était vraiment un match dont les résultats étaient pourtant prévisibles. Hein. La victoire d'Adam Cole, on s'en doutait. Il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Je voyais pas les titres changer là. Et puis, malgré cela, voilà, on a eu un match très compétitif. On pouvait se dire que Pete Dunne à un moment donné ou deux, à plusieurs moments, pouvait gagner. Hein. C'était vraiment possible. Mais voilà, il faut le voir ce match. Il faut le voir si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'était très qualitatif et ça fait du bien de voir un match comme ça dans un pay-per-view du main roster. Hein, on n'en a pas beaucoup des matchs de haut niveau comme celui-ci, hein, entre deux indie darlings quoi. Voilà. Et là il y avait vraiment du in-ring, il y avait vraiment du niveau. Match suivant, match entre Daniel Bryan et le Fiend, comptant pour le championnat universel, hein, ce fameux titre bleu. Maintenant, il va falloir s'y habituer. Michael Cole, alors là, Michael Cole et Corey Graves qui parlent pendant l'entrée du Fiend, ça me rendait fou. Ça me rendait fou de les voir parler. Alors que s'il y a bien un thème pendant lequel il faut vraiment la fermer, c'est bien le thème du Fiend. C'est pas la première fois, hein, j'avais déjà gueulé et c'était déjà arrivé lors d'un pay-per-view. SummerSlam, il l'avait bien respecté, parce que c'était la première fois, mais c'était le pay-per-view suivant, où il l'avait fait, et ça m'avait rendu fou. C'était impossible de le faire. Je crois que c'était Hell in a Cell. C'est n'importe quoi de parler pendant l'entrée du film, quoi. Bref. Lui, le Fiend, alors lui, il se la joue façon Ouzo, en arrivant avec sa ceinture autour du cou, là. Et finalement, on continue avec la lumière rouge. Je pensais peut-être que le changement de brand et le changement de couleur de ceinture allait faire que les matchs du Fiend allaient avoir lieu dans une lumière bleue. Finalement, il conserve la lumière rouge. Le doute était permis, donc finalement, au moins, on est fixé. À l'image de Seth Rollins, hein, on a un Bryan qui multiplie les coups hein, pour abattre un Fiend qui semblait complètement, vraiment invincible. Hein. Il y a notamment plein de kicks, hein, de yes kick, plein de stomps notamment. Et même un running knee, hein, son finisher, son running knee. Mais dégagement du Fiend, quoi. C'est impossible de le battre. Et on retrouve quand même une surprise, quand même Bryan qui joue avec le public et qui fait des yes avec ses bras. Hein. C'est quand même un peu assez étonnant. Hein. Je pensais pas qu'il allait le faire. Il y avait très longtemps qu'on l'avait pas vu faire ça. Le public fait des yes forcément avec lui et scande des Let's Go Bryan. Hein. On est quand même loin de Seth Rollins là. Hein, il y a un vrai engouement, un vrai soutien de la part du public envers le babyface. Mandible Claw de la part du Fiend, mais qui est contré par un armbar de Bryan, hein, en plein dans les cordes. Bryan ensuite est en plein vol et contré par un Mandible Claw, mais cette fois-ci Bryan est inanimé et va perdre ce match en 10 petites minutes. Hein. C'était très rapide, 10 petites minutes, mais le Fiend est juste injouable.
victoire absolument sans surprise. Bryan aura tout tenté. Au moins on va se dire qu'il n'y a pas eu de booking foireux, pas de DQ. Hein, ils auraient pu prolonger la feud. Eh ben même pas. Pas de DQ. Victoire clean de chez clean. C'est propre. Maintenant, ce que je peux reprocher, c'est attention avec le Fiend à ne pas avoir des matchs répétitifs. Avec en gros un adversaire qui va tout tenter, qui va multiplier les coups, les finishers, tout ce qu'il est possible de faire de façon légale ou pas légale. Hein, tout dépendra de la stipulation. Mais ça risque de ressembler un peu à ça, quoi. Hein, et c'est ce que je reproche déjà avec le Fiend, et qu'au final, bah, ce match, j'ai pas eu l'impression de voir grand chose d'innovant par rapport aux deux matchs qu'a pu livrer Rollins face au Fiend. Et si ce n'est qu'on n'a pas eu 36 fois le même finisher, on n'a pas eu tout ça, mais dans l'esprit c'était un peu toujours la même chose, quoi. Le face qui tente tout, quoi. Maintenant il y a peut-être une belle histoire à creuser, hein. Pour un Bryan peut-être qui vont mettre dans le doute et qui va peut-être aller chercher le Rumble, la victoire dans le Rumble pour peut-être avoir une revanche plus tard face au Fiend à WrestleMania 36 et pour aller peut-être devenir le premier homme à battre le Fiend et à prendre le ceinture. Ça sera peut-être l'histoire qu'on va nous raconter, hein. C'est peut-être que le début, hein, entre les deux. Why not? Maintenant, la note, je n'ai donné qu'une note de 2,5, donc une petite moyenne. Voilà, puisque j'ai pas eu l'impression de voir grand chose d'innovant par rapport au match de Rollins. Mais il va vraiment commencer à penser à falloir se renouveler dans les futures défenses de titre de la part du Fiend. Mais j'en suis pas sûr, hein, parce que bon, le Fiend reste quelqu'un qui ne scelle pas la blessure, qui ne scelle pas la douleur. Et il faut lui porter un max de prise, l'enchaîner de prise pour qu'on commence à le voir ébranler. Donc on va risque de voir un peu toujours les mêmes schémas de match. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu pour l'avenir. Mais le Fiend, il va falloir, de toute façon, il va falloir s'attendre à un très très long règne de sa part. Moi je le dis, minimum WrestleMania. Minimum WrestleMania, hein, le Fiend champion universel. Pas avant, hein, à mon avis, hein, ça va être très très long. Match suivant, on passe cette fois-ci au match 5 contre 5 masculin, donc un match très attendu. Donc on récapitule les équipes. Du côté de Raw, on avait le capitaine Seth Rollins, entouré de Orton, de McIntyre, de Ricochet et de Kevin Owens. Roman Reigns était le capitaine de SmackDown, entouré de Braun Strowman, de Baron Corbin, de Shorty G et de Mustafa Ali. Et alors la NXT, on ne connaissait pas l'équipe, on avait des idées forcément, hein, on se disait que ça allait être sûrement l'équipe des Wargames, hein, peu de choses près, ou plus Finn Balor, hein, et Matt Riddle, hein, finalement les deux qui se sont affrontés. Eh bien pas du tout, enfin pas tout à fait ça en tout cas. Shawn Michaels nous a donc livré cette équipe lors du kick-off. Tommaso Ciampa le capitaine, ça pas de problème, on s'en doutait. Keith Lee, là aussi pas de problème, on s'en doutait. Ils ont mis Matt Riddle, donc pas une surprise non plus. Mais à noter, pas de Balor, pas de Dijakovic, pas de Gargano. Ça c'est moins une surprise parce que Gargano est censé être blessé et donc si Riddle l'a remplacé à TakeOver, à Wargames, c'est pas pour le mettre le lendemain dans ce match. Hein, il n'a pas été du Wargames non plus d'ailleurs, ça a été Kevin Owens au final. Et il n'y avait pas de raison de le mettre non plus dans ce match. Et donc les deux surprises, c'est quand même Damien Priest et Walter. Voilà, fallait quand même aller les chercher. Donc deux big men. Donc ça fait quand même une équipe qui a une sacrée gueule. En plus on ajoute Keith Lee, donc il y a vraiment du poids et de la stature dans cette équipe. Et du coup on se prend à rêver de plein de dream match. Imaginez les matchs potentiels qu'on peut avoir, quoi. C'est prodigieux. Le match aura été finalement 1 minute plus long que celui des filles, donc c'est pas tant que ça. 29 minutes. Maintenant la petite surprise c'est aussi de ne pas l'avoir en main event ce match, parce que souvent dans les Survivor Series c'est le match à élimination masculin qui clôture les Survivor Series. Donc on a déjà un match à 3 assez prometteur dès le début, un gros match entre Walter, Drew McIntyre et Braun Strowman, hein, excusez du peu. Déjà ça faisait saliver. Mais malheureusement, voilà, après une petite passe d'armes entre les trois hommes, hein, on a une énorme surprise puisque Walter se fait déjà sortir par un Claymore de Drew McIntyre. No way! No way!
Walter, c'est le gars imbattable. C'est le gars qui n'a pas perdu un seul match à NXT UK, qui est champion NXT, NXT UK pardon, et qui est invaincu. Se faire battre, être le premier à perdre, à prendre une défaite dans ce match, et comme ça aussi rapidement. Alors certes c'est Claymore, mais quand même, merde quoi, la protection de Walter, rien du tout quoi, no way quoi, ça m'a énervé. Ensuite on a Shorty G qui est éliminé par un simple frog splash de Kevin Owens, hein, qui venait juste de faire son entrée sur le ring. Petite tension entre Roman Reigns et Corbin, hein. C'était bien sûr à prévoir, puisqu'on parle des deux hein, à Chelsea dans un match. Stunner de la part de Kevin Owens sur Corbin à l'extérieur du ring, mais il se fait cueillir, il se fait surprendre par un dripping DDT hein, from out of nowhere de la part de Ciampa. Du coup, Ciampa élimine Kevin Owens, son partenaire de la veille, hein, il faut le rappeler quand même, c'est drôle. Le public eut à ce moment-là, puisqu'évidemment il y avait quand même un bon soutien du public de la part du public sur Kevin Owens, surtout après le match d'hier, de la veille pardon. Joli duel à ce moment-là entre Ciampa et Orton, hein, c'est vrai que c'était assez alléchant, un duel de psychopathe on peut le dire. Et là il y a un RKO porté sur Ciampa, un autre RKO porté sur Damien Priest, et élimination de Damien Priest, qui n'aura pas duré très longtemps. Riddle surprend alors Randy Orton avec un roll-up, tout simplement. Il élimine Randy Orton, ça va très vite. Mais Orton n'en reste pas là. Il se venge avec un RKO sur Riddle. Et là, Corbin, en bon heel qu'il est, en bon gros dégueulasse, élimine Riddle avec beaucoup d'opportunisme pour ramasser les miettes. C'est quand même dur à avaler là. Ces éliminations là répétées, notamment de ces éliminations de Ciampa, de Riddle notamment, hein, c'est un peu difficile. Alors à ce moment-là, on a un duel, le fameux duel qu'on attendait entre Keith Lee et Braun Strowman, mais malheureusement, bon, Drew McIntyre vient s'interposer, il intervient, et à ce moment-là, Braun décide de faire tourner son petit bras là pour faire son petit tour, et voilà, il fait les gros coups de bélier, tout le monde va le dingue. Il recommence. Mais là, à ce moment-là, il rentre en collision avec Keith Lee. Les deux hommes sont à terre. Lorsque, à ce moment-là, Braun veut faire son petit tour, donc voilà, et donc il y a cette collision. L'arbitre commence à faire le décompte extérieur, puisque Lee et Braun sont à l'extérieur. Mais alors, à ce moment-là, Braun Strowman se prend un Claymore à l'extérieur par Drew McIntyre. Donc Braun reste encore au sol. Et Keith Lee a le temps de remonter. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La cloche sonne, et là l'arbitre dit, enfin l'annonceur dit, élimination de Braun Strowman. Élimination de Braun Strowman. What? Dans un triple threat match, donc les décomptes à l'extérieur, ça marche. Il y a des décomptes à l'extérieur dans un triple threat match. D'accord, donc à nouveau, vous appliquez les règles que vous voulez, hein, c'est un peu comme voilà, comme le match entre le Fiend et Rollins hein, à Hell in a Cell, hein. Vous appliquez des règles qui n'existent pas, triple threat match, des comptes à l'extérieur, n'importe quoi. À ce moment-là, c'est l'instant Ricochet qui fait alors donc un festival et qui se fait surprendre par un end of days, un beau end of days de Corbin, et donc élimination de Ricochet. Ali est alors sur le ring, avec bien sûr une grosse pop du public, hein, puisque c'est un mec de Chicago hein, à la base, c'est un ancien policier de Chicago même. Corbin n'apprécie pas le fait que Ali soit rentré sur le ring en faisant le tag un peu dans le dos, hein, et du coup il le lui fait savoir, et du coup Ali ça le déconcentre, et Rollins, en heel, un gros bâtard, s'en profite pour éliminer Mustafa Ali avec un curb stomp. À ce moment-là le public, grosse bronca, hein, forcément. Ce qui n'arrange pas évidemment les affaires de Rollins, hein, surtout en ce moment, avec déjà qu'il n'est pas très apprécié. Corbin et Reigns entrent encore en altercation, hein, puisque évidemment il y a eu Corbin qui est responsable de l'élimination d'Ali, donc ça ne plaît pas à Reigns. Donc une nouvelle explication entre Corbin et Reigns. Les chants CM Punk résonnent à ce moment-là. Spear from out of nowhere de Reigns sur Drew McIntyre et élimination de McIntyre, hein, malheureusement, hein, il se prend le pin. À ce moment-là, on a un duel fratricide entre Rollins et Reigns. Le public carrément. Un DDT de Ciampa sur Reigns. Superman Punch de Reigns sur Ciampa. Corbin fait le tag sur Reigns. Hein, il le tire lui-même dans le coin. Il fait un tag
voilà, un peu violent, on va dire, sur Reigns, en tout cas avec autorité. Et du coup, Corbin s'en prend carrément à Reigns. Les chants STD résonnent encore, donc les chants maladies sexuellement transmissibles. Superman Punch plus Spear de Reigns, hein, qui se venge sur Corbin. Il en avait marre. Et à ce moment-là, Ciampa ramasse les miettes et élimine Corbin. Reste alors Seth Rollins pour Raw, Roman Reigns pour SmackDown, Ciampa et Keith Lee pour NXT. Ça discute à ce moment-là entre les deux copains Reigns et Rollins. On dégage la table des commentateurs à l'extérieur. À ce moment-là, on voit où ils veulent en venir. Il y a une prise à deux sur Ciampa. Le public, évidemment, n'apprécie pas. Et là, évidemment, entre parenthèses, là, ça dure 3 heures hein, à l'extérieur du ring. Et là, l'arbitre ne donne rien. Hein. Il n'y a pas de décompte à l'extérieur hein, à ce moment-là. Hein. Évidemment, hein. On est d'accord. Braun se fait éliminer sur décompte à l'extérieur. Là, ça dure 3 quarts d'heure à l'extérieur. Il ne se passe rien. Hein. Évidemment, la logique WWE, bien entendu. Donc le public n'apprécie pas tout ça. Prise à deux sur Ciampa. Ouah, et Keith Lee intervient et empêche le powerbomb en rentrant dans le tas carrément. Ciampa à ce moment-là revient avec un gros coup de genou et un Project Ciampa, mais un dégagement de Rollins. Public vraiment à fond hein, derrière Ciampa hein, face à Rollins. Il n'y a vraiment pas de photo. Tentative de Fairy Tail Ending de la part de Ciampa, mais qui est contré par un Superman Punch, puis un Curb Stomp de Rollins qui élimine Ciampa. 1, 2, 3, Ciampa éliminé malheureusement. Des huées, pardon, beaucoup de huées. On en est à ce moment-là à un homme pour chaque brand, un homme par brand, Reigns, Rollins, Keith Lee. Le public à ce moment-là, il a fait son choix, c'est Keith Lee. Oh, bask in his glory. Oh, bask in his glory. À ce moment-là, Frog Splash de Rollins sur Keith Lee qui se dégage. Les chants NXT, NXT résonnent. Rollins se révolte. Alors là, carrément, Rollins qui nous ferait vraiment presque un heel turn en direct. Il se révolte contre les huées, là, il en a ras le cul. Il se fait contrer à ce moment-là par un jackhammer de Keith Lee qui arrive. Alors que voilà, il est en train de préparer un curb stomp, hein, Rollins, et donc il se fait cueillir à froid avec ce jackhammer. Et là, une grosse pop, puisque élimination de Rollins hein, là-dessus. McGuinness, évidemment, qui lui soutient hein, NXT, est en joie. Et on se finit donc avec ce duel entre Roman Reigns et Keith Lee, hein, qui est quand même plutôt alléchant. Un duel de haute volée, avec un gros suspense. Et là, encore le public qui prend fait et cause pour Keith Lee. Keith Lee, wouhou, Keith Lee, wouhou. Et on est à 2 doigts du compte de 3 même, puisque Reigns porte 2 Superman Punch consécutifs, mais l'arbitre, il botche un peu, puisque il tape quand même 3 fois au sol, alors que Keith Lee avait, semble-t-il, bien fait un dégagement d'épaule au dernier moment, certes, mais du coup l'arbitre ayant tapé 3 fois, du coup ça fait moche. Il y a un kick-out, mais avec les 3 tapes sur le ring, forcément ça fait un botch. Gros sit-out powerbomb de Lee, mais dégagement de Reigns au dernier moment aussi, hein, c'était vraiment 2,99. À ce moment-là, il y a Lee qui porte un gros moonsault hein, de la 3ème corde, esquivé, et spear de Roman Reigns, et 1, 2, 3, victoire de Roman Reigns, qui est donc le seul survivant du match. SmackDown revient à 2 victoires, contre 3 pour NXT qui est toujours en tête, et 1 victoire pour Raw. Et là, à ce moment-là, il y a un bon moment quand même, un très bon moment avec Roman Reigns, qui regarde Keith Lee, l'air de dire « Ah, franchement, tu m'as impressionné, gars. Franchement, bravo, respect. T'as été t'as été très solide. » Donc beaucoup de respect, et il lui tend son poing, et un fist pump de la part de Reigns et de Keith Lee qui accepte. Donc un bon moment de fair play, de sportivité, comme on aime. Un public qui était vraiment très très investi, et qui t'embarque toi aussi en même temps derrière ton écran. Ça compte pas mal hein, quand même dans l'appréciation d'un match, hein, il faut le dire. Un public mort, ça te rend mort et t'aimes pas le match. Un public investi, ça contribue fortement à ce que tu apprécies le match. Maintenant, certes, c'était un match qui était bien meilleur que celui des filles, mais il y a encore de la frustration de par certaines éliminations qui étaient quand même vraiment nulles, notamment côté NXT. Ces roll-up là, enfin ces éliminations qui sont énervantes, hein, comme celle de Riddle,
celle de Walter. Ça c'est un peu énervant. Un Roman Reigns qui reste donc le seul survivant, qui t'annonce peut-être la fin du Reigns de mid-carder, et peut-être pour bientôt son grand retour en haut de l'affiche, pour être peut-être le futur challenger du Fiend, hein, on sait jamais. C'est peut-être ça le but du jeu, une fois qu'il aura réglé le compte de Corbin à TLC, hein, possiblement, parce qu'il y a une feud avec Corbin, hein, qui semble poindre pour TLC. Et puis bon, ben Reigns, c'est la couverture de 2K20, hein, avec Becky Lynch. Donc voilà, il faut quand même le mettre en avant, Roman Reigns, sinon c'est pas drôle. La note du match, 3 étoiles 25, hein, vraiment plutôt une bonne note, que j'attribuerais surtout à l'ambiance, comme je le disais, et un star power qui est indéniable, avec tous ces hommes sur le ring. T'avais l'impression d'être justement dans 2K20, quoi. Tu choisis tes équipes, tu choisis les hommes, et puis tu fais tes petits dream match. Regardez, quand vous voyez l'affiche, il y a plein de dream match potentiels. Malheureusement, les confrontations étaient très courtes, et on avait envie d'en voir plus. Et j'espère qu'on en verra plus à l'avenir, entre tous ces hommes. Maintenant, bon, je sais pas s'il y aura des call-ups de NXT à l'avenir, puisque maintenant NXT ça compte vraiment comme une brand à part entière, donc les call-ups ne sont peut-être plus forcément une obligation. Donc il y aura peut-être, j'espère qu'il y aura des passerelles et qu'on verra vraiment des vrais matchs interbrand, parce que là il y a vraiment de quoi faire. C'était vraiment du fan service ce match, quelque part. C'était quand même du fan service. Et sans ce fan service, bah, le match je l'aurais pas aimé de la même façon et je lui aurais pas donné la même note. Au final, Keith Lee, à l'image de Rhea Ripley, ressort bien over, hein. Sasha Banks a un petit peu contribué à le faire pour les filles, et là c'était Roman Reigns qui a contribué à le faire, notamment en plus avec ce fist pump à la fin, ce signe de respect. Et puis j'ai bien aimé donc ce duel avec Keith Lee et Roman Reigns. Ça a été vraiment très intéressant. Et Keith Lee, il faut le dire, il peut vraiment aller très très loin. Il a été discret à NXT. Sa feud avec Dijakovic, elle a été mise un peu en stand-by à cause de la blessure de Dijakovic. Il avait pas de feud intéressante, Keith Lee, il était un peu dans le trou. Et figurez-vous que c'est quand même son premier match de takeover qu'on a vu au War Games. Son premier match dans un takeover à Keith Lee. Depuis le temps qu'il est là, c'est quand même dingue. Et on peut même dire qu'en 1 contre 1, il n'a toujours pas eu de match dans un takeover. Il serait temps. Donc j'espère quand même qu'il va avoir enfin un match à takeover. En 1 contre 1. Parce qu'il le mérite, quoi. Merde, quoi. Voilà, en tout cas, plutôt un match solide, plutôt réussi. Voilà, malgré quelques éliminations qui m'ont fait mal. Match suivant, Brock Lesnar affronter Rey Mysterio donc pour le titre WWE. Mysterio déguisé en Joker, hein, visiblement moi j'ai plus l'air de voir un clown pathétique, hein, c'était assez dégueulasse cette tenue là, ça fait vraiment pas sérieux, d'autant plus que c'est un No Holds Barred. No Holds Barred, tu peux mettre une tenue particulière, un pantalon, un t-shirt, je sais pas, un blouson, enfin un truc un peu badass quoi, un jean déchiré, je sais pas, mais là une tenue de Joker, enfin de clown, c'est n'importe quoi. Grosse présentation bien sûr de Paul Heyman pour Lesnar, et qui pose la question cruciale: Miracle or Massacre? Rey, alors dès le début du match, Rey Mysterio récupère la barre de fer de sous le ring, hein, c'est un peu l'objet symbole de cette feud. Il n'arrivera pas à s'en servir, il essaiera plus tard de la ramasser, mais sans succès. Donc tout tourne autour de cet objet. Lesnar domine largement le match, hein, on pouvait s'en douter, il fait une belly-to-belly overhead suplex sur la protection de la table des commentateurs, hein, qui explose, hein, cette espèce de bois là qui craque du coup sous le poids de Rey Mysterio, et il se prend plein de German suplex, et là from out of nowhere, comme on pouvait s'y attendre, Dominic intervient avec une serviette, il se met à genoux, il demande d'épargner son père. Au moment où Lesnar venait de récupérer justement la barre de fer. Donc il implore Lesnar, Dominic, et Rey en profite par derrière avec un low blow. Dominic fait pareil, low blow aussi. À ce moment-là, il y a des coups de barre de fer de la part de Rey Mysterio sur Lesnar. Dominic donne aussi un coup de chaise. Et là, il y a carrément un double 619 du père et du fils simultanément porté sur Lesnar. Dominic enchaîne avec un frog splash quand même, et Rey Mysterio en fait de même, frog splash. Les deux couvrent
Lesnar en même temps, eh bien, un petit suspense parce que là j'ai vraiment cru qu'ils allaient le faire, mais kick out, Lesnar se dégage de ce double pin. À ce moment-là, bah, ça devient un peu un 2-on-1 handicap match, hein. Ce qui est drôle parce que du coup, j'avoue que c'est un peu un pronostic que j'avais, une prédiction. C'est justement ce 2-on-1 handicap match pour le TLC. C'était une idée que j'avais. Et là, ils en ont fait un petit, hein, en quelque sorte. Et ce sera peut-être ce qui va arriver à TLC en réalité, hein. Lesnar fait une German sur Dominic et enchaîne ensuite avec un F5 sur Rey Mysterio qu'il venait de choper en plein vol. Et bah, il s'impose tranquillement dans un match de 7 petites minutes. Ça aurait été très court. Voilà, j'ai juste eu un petit doute, hein, sur ce double pin. J'ai vraiment cru qu'ils allaient le faire, qu'ils allaient faire la surprise. Maintenant le match, bon bah pas terrible, hein, pas grand chose. Maintenant il a l'avantage, on va dire, la mérite de te raconter une petite histoire avec le fils qui arrive, qui fait ses petits spots en simultané avec son père. Donc ils ont repris un peu les codes familiaux, hein, qui étaient évidemment le cœur de cette feud. Pas de Cain Velasquez, hein, il faut le noter. Comme je vous disais, normalement il devait se faire opérer, donc j'avais un doute sur son intervention, mais c'est pas impossible qu'il revienne dans le game à un moment donné. J'ai même pensé à un truc, j'ai même pensé non seulement à une intervention de Velasquez, mais même à un heel turn où il se retournerait contre Mysterio. La raison, je ne sais pas, mais en tout cas c'était une idée que j'avais. La note 2 étoiles 25. Voilà, c'était pas un match phénoménal. C'est des matchs à la Lesnar, des matchs courts qui ont souvent l'avantage de quand même de te raconter une petite histoire, mais toujours une grosse phase de domination de Lesnar. C'est quand même un match typique, vraiment typique Lesnar. Maintenant, je sais pas s'ils vont faire des rematchs, s'ils vont continuer ou s'ils vont passer sur déjà passer à autre chose, parce que la feud elle commence à dater, mine de rien. Donc je suis pas sûr que ce soit que ça continue entre les deux. Maintenant, il y a TLC, mais bon, la victoire elle est clean, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, donc je ne vois pas, je pense, de rematch. Et enfin, on termine avec le main event entre Shayna Baszler, Becky Lynch et Bayley pour ce triple threat féminin des championnes. Ben voilà, ils ont fait le choix du main event pour les trois championnes. Donc on continue, hein, dans la Women's Revolution comme à WrestleMania. Donc comme un pay-per-view, un autre pay-per-view du Big Four qui se termine avec les filles. Donc on continue là-dedans. Bayley qui fait un pin très très léger sur Becky Lynch, histoire de la laisser se coulisser en dessous. Bon, c'était un peu trop facile, un peu trop travaillé, un peu trop téléphoné. Et puis elle fait quasiment un botch, hein, en faisant un sunset bomb dans le coin sur Becky Lynch. Bon, elle s'en pète un petit peu, bon, c'était pas très beau à voir. Le premier disarmeur du match de la part de Becky Lynch porté sur Shayna Baszler. Non, c'était sur Bayley, mais Shayna Baszler intervient. Et à ce moment-là, elle plante Becky au sol avec son propre finisher. Public assez mou d'ailleurs dans ce match, hein, ça aurait été pendant tout le match. C'est vrai que là on commence à se faire chier un petit peu, ça devient mou. Un belly to belly porté par Bayley, mais Shayna Baszler s'en dégage. Le belly to belly est même pas respecté là carrément, hein, parce que Shayna Baszler quand même, il en faut plus pour la battre. Le public s'ennuie, il le montre, hein, vraiment, et nous avec, hein, il faut le dire. Des chants CM Punk commencent à résonner. J'avais l'impression de revivre même le main event de WrestleMania 35, hein. Kirifuda clutch de Baszler porté sur Bayley, mais qui est relâché. Powerbomb à ce moment-là de Becky, mais kick out de Baszler. Duel entre Baszler et Becky. Bayley est projeté à l'extérieur. Disarmer réussi par Becky, mais Baszler contre avec une Kirifuda clutch. Bayley est à nouveau sorti du ring, mais Bayley sort cette fois-ci Baszler à l'extérieur. Bayley vend alors une blessure à la jambe. Baszler balance Becky contre le poteau, les escaliers ainsi que la table des commentateurs. Le public hue, ça devient vraiment long. Le public réclame alors des tables. Petit powerbomb de Baszler sur Becky Lynch sur la table de commentateurs. Bayley revient sur le ring avec Baszler en évitant la Kirifuda clutch dans un premier temps, mais elle arrive finalement à la subir en plein vol, et là, rien à faire. Bayley abandonne en 18 minutes. Donc quand même une bonne durée, 18 minutes, défaite. Bayley abandonne. Victoire de Shayna Baszler, clean, sans Ronda Rousey, sans Duke Shafir, toute seule.
J'ai pensé même que Bayley aurait pu créer la surprise, mais au final non. Match, voilà, vraiment boring. Baszler qui commet ensuite la connerie de célébrer sur la table des commentateurs, là où Becky se tenait à proximité. Elle attaque alors Baszler avec un gros leg drop sur la table des commentateurs. Becky qui finit debout avec la ceinture face à une Shayna Baszler par terre. C'est quand même incroyable de finir un show comme ça. Décidément, ils ne veulent pas affaiblir Becky Lynch, qui a perdu le match. Certes, elle n'a pas pris le pin, mais elle a perdu le match. Et au final, qu'est-ce qu'on voit? C'est Shayna Baszler qui a gagné, non? Et ben non. Au final, on voit Becky Lynch qui laisse sa ceinture, qui est debout sur une table, et la gagnante du match, Shayna Baszler, écrasée sur une table. C'est incroyable, quoi. Il y en a vraiment plein les couilles de The Man, quoi. Ça devient vraiment long, j'en ai ras le cul de The Man, et c'est comme Roman Reigns tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai fait cette vignette sur cette vidéo. C'est la jaquette de 2K20 qui est mise à l'honneur à nouveau. Pas de Ronda. Finalement, donc, comme je vous l'avais dit, après réflexion, je m'étais dit finalement que c'était mieux ainsi parce que c'était trop tôt et puis c'était inutile. Pourquoi mettre Ronda voilà, alors que justement, comme je vous avais dit, on semble se diriger vers un Charlotte Becky versus Kabuki Warriors et TLC, donc c'est pas le moment de mettre Ronda dans le game, c'est trop tôt, et on parle quand même d'un retour en janvier pour Ronda, donc il y a quand même de bonnes chances pour qu'elle revienne pour le Royal Rumble. La note 2 étoiles 25, ça aurait même pu être 2 étoiles, hein. C'était chiant, mais d'un chiant, erreur de placement, ça n'aurait pas dû être le main event, mais comme la Women's Revolution, on nous l'enfonce dans la gorge, et ben, même si c'est nul, on nous le met, on nous l'impose. Et du coup, on se retrouve avec cette merde. Voilà, c'était de la merde. C'était vraiment de la merde. Vraiment boring as fuck. Très, très décevant ce main event. Le bilan. C'était pas un mauvais show en soi. NXT, il faut le dire, a bien aidé à maintenir ce show à une qualité respectable, mais les filles quand même auront offert les moins bons matchs de la soirée. Les filles n'auront pas assuré, elles auront vraiment fait tendre le show vers le bas, hein, il faut le dire. Le Bryan contre le Fiend, c'est comme Rollins, hein, j'avais l'impression d'avoir vu déjà ça. Rien d'innovant. Le Cole contre Dunn, très bien. Le AJ Strong Nakamura, très bien. Viking Raiders New Day Undisputed Era, ils ont assuré. Bien aussi pour les Cruiserweight. Voilà, donc quand on a que du talent sur le ring, c'est beaucoup plus facile. Le Lesnar Mysterio, il était court, mais avec une histoire qui t'investit quand même un minimum dedans. Un bon match Elimination entre les hommes, 5 contre 5 contre 5, mais qui doit beaucoup au public, donc, et au côté un peu fan service et au star power. Beaucoup de booking foireux qui auront quand même un peu gâché les matchs 5 contre 5 contre 5 féminins, tout comme masculins. Ça, c'est ce que je peux reprocher. Donc avec ces règles incroyables, pourquoi des comptes à l'extérieur dans des règles triple threat, où c'était vraiment le bordel, on savait vraiment plus qui étaient les hommes légaux d'ailleurs, et les femmes légales, c'était vraiment impossible de suivre. Et finalement, je trouve pas que ce soit une si bonne idée que ça, de faire ce genre de match avec tout le monde sur le ring en même temps. Et le système d'élimination était vraiment très frustrant, avec des bookings foireux. Et ce main event, une purge monumentale. Donc vous voyez, il y a des matchs qui étaient sympas, vraiment très solides, et puis des choses vraiment moins bonnes. Pourquoi avoir mis ce main event, si ce n'est de remettre encore les femmes à l'honneur, mais c'était nul, quoi. Le choix, c'était un mauvais choix au final. Donc au final, si c'est à nouveau pour avoir une Becky triomphante qui lève la ceinture, c'était ça le but de la manœuvre, de mettre les filles au main event, c'est à vomir. C'est la jaquette de 2K20, je l'avais dit, en compagnie du seul survivant du match masculin qui était Roman Reigns. Donc voilà ce qu'on met à l'honneur, quoi. Et même quand Becky Lynch perd, elle finit triomphante. Voilà. Voilà, c'est ça que j'ai pas apprécié non plus dans ce qui est véhiculé à travers cette fin de show. Bref, merci à NXT de sauver les meubles. J'ai pas eu l'impression de voir, mais j'ai quand même pas eu l'impression de voir un pay-per-view du Big Four. C'est ça qui me désole.
je donne quand même plus que la moyenne. Je donne un 6 sur 10 à la note globale de ce pay-per-view. Donc ça reste quand même correct, sans plus. Ça reste un show qui sera allé dans les meilleurs, quand même dans le peloton de tête, on va dire, à la fin de l'année. Et de toute façon, il n'y en aura plus qu'un, c'est TLC. Je pense que dans le bilan, il sera pas trop mal placé, mais il sera pas sur le podium, je crois pas. Hein. Ils auraient pu mieux faire, mais toujours des choix très contestables et qui sont désolants et qui sont énervants de la part de la WWE. Voilà, 1 heure de vidéo, j'arrête là. Et puis j'ai beaucoup parlé et ben, ça va pas être bon pour ma gorge. J'espère que vous allez me suivre, que vous allez liker, partager et vous abonner surtout à ma chaîne. C'est très important pour moi si vous voulez que je continue à faire vivre cette chaîne et à continuer à produire de vidéos. Donc voilà, il faut m'encourager. Je suis un peu déçu, il faut le dire, pour la vidéo pronostic qui n'a fait que 13 vues à l'heure actuelle. C'est vraiment nul, il faut le dire. Donc peut-être qu'il y aura d'autres vues. Donc bah, j'espère que vous la regarderez quand même. Je la posterai en fin de vidéo. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Il y aura sûrement des petits best-of, enfin pas des best-of, mais des petits classements, des petites choses pour décembre, hein, comme on arrive en fin d'année, c'est la tradition. J'ai envie de faire des petits tops, des petites choses. Je vais y réfléchir. En tout cas, à très bientôt. Portez-vous bien. Et voilà, on va se soigner. Il est grand temps. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch et zéro miedo. Voilà, on va y aller tout doucement. Ciao à tous.